Salut les Maniacs du gros son qui tâche, comme promis une petite vidéo spécialement pour vous les Maniacs. J'espère que vous allez bien, excusez-moi. En tout cas moi je suis très content, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous avez dû voir le short cet après-midi. Hops, allez, what's in my case, what's on my case. Les bilingues, là, vous allez pouvoir me répondre, donc évidemment des CD. Ouais, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Alors c'est parti, on y va les Maniacs. J'ai pris ma petite tasse. Magnifique. D'une beauté. Alors, un CD des Australiens de Mortification que j'ai chopé pour la somme de 4 €. Je vous avouerai l'avoir écouté une fois. Ça date de 1994 sur le label Intense, donc death metal chrétien pour les Australiens de Mortification. Je connais le premier album sur Nuclear Blast, Scrolls of the Meligoth. Mais donc celui-là s'appelle Blood World de 1994. Va falloir que j'écoute ça. Ah ben oui, évidemment, un de mes lives favoris, tout style confondu, celui des shérifs. C'est une expérience à vivre sur scène, hein, les shérifs de Montpellier. Et voilà, le deuxième, là c'est un mini, sorti en 1996, Pagaille Générale. En live, c'est beaucoup mieux que sur disque, les shérifs. Hein. Vraiment, c'est un des groupes qui, encore maintenant, arrive à rendre les pendants live bien supérieurs aux pendants studio. À l'époque, dans les années 70, c'était logique. Les groupes ne maîtrisaient pas les techniques d'enregistrement comme maintenant, mais là, c'est un des rares groupes qui sonne mieux sur scène que sur disque. Le premier album des Anglais de Reanimator, trash old school, à la Bay Area, Testament en tête, couplé avec leur premier mini LP, Deny Reality. Je me rappelle de Pestilence, Phil Pestilence, le journaliste de Hard Rock Magazine. Hard Rock Magazine, Metal Hammer, puis de nouveau Hard Rock. Il n'aimait pas le trash anglais, hein. Il le faisait savoir. Et il n'aimait pas Reanimator. Il avait mis pour le premier mini LP Denied Reality, sorti en mai 89, hein, chroniqué en mai 89. Il avait mis la vilaine note de 0 sur 7. Pareil pour Zentrix, hein. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à Testament, mais bon, il y a de la place pour tout le monde, mais ouais, c'est quand même curieux. J'en ai déjà parlé de ça. Aggression AD, les groupes de trash de deuxième voire troisième division à réhabilité d'urgence. Ce Forgotten Skeleton, trash québécois, donc bien furieux, bien moche. Donc vous pouvez y aller, Aggression AD. C'est toujours d'actualité. Le premier album des Néerlandais, les ex-Centurion, le premier album de 2007 qui s'appelle Ixaxar, album du mois à l'époque dans Hard and Heavy. Et donc cet album sorti sur la subdivision de Earache, Wicked World. Les ex-Centurion qui ont vraiment, ils ont tout fait pour saboter leur disque. Les textes sont imprimés à l'envers par exemple. Vraiment anti-commercial. Hein. Pas de photos, seulement les silhouettes. Et donc ce disque
Ça va, c'est bien intense, bien brutal, ça va à 100 à l'heure, c'est la suite logique de Centurion. Toujours dans le death metal, mais un immense classique, le 4e, Chuck Schuldiner et son Death Human. L'album que Chuck a composé, enregistré, alors qu'il aurait dû être en tournée avec Creator en Europe, laissant Rick Rose, non, il était déjà plus dans le groupe, Terry Butler et Bill Andrews avec les roadies de Devastation pour assurer la première partie de la tournée européenne de Creator. Bon, Skeletal Remains sur Century Media, l'album Devouring Mortality, encore toujours du death metal. Yngwie Malmsteen, le 5e album, Rising Force, Marching Out, Trilogy, Odyssey, et donc là c'est bien le 5e, Eclipse, sorti au printemps 90 avec un line-up 100% suédois et notamment le chanteur, il s'agit de Goran Edman. C'est bien lui qui a chanté dans Madison, Goran Edman. Et donc là on se trouve avec un magnifique album de heavy rock teinté FM avec les solos de folie, bien sûr. Yngwie Malmsteen, hein, c'est lui le boss. Y a-t-il un titre que j'aimerais vous recommander? Making Love, le morceau d'ouverture est bien. Bedroom Eyes, qui était sorti en vidéoclip. Save Our Love, magnifique, là c'est digne d'un Whitesnake, hein. Save Our Love, Goran Edman, ah oui, il a chanté sur l'album Total Control de John Norum, j'allais l'oublier, mais sur Save Our Love, il y a un superbe feeling, c'est beau, hein, c'est beau. Donc voilà, vraiment, Eclipse, le 5e, Yngwie Malmsteen. Beaucoup considèrent Odyssey comme son meilleur album, ou même Trilogy, mais celui-là, il est vraiment, vraiment bien. Mon album préféré du Madman, je vous l'ai déjà évoqué à maintes reprises. L'album produit par Ron Nevison, le producteur de Hard, de Kiss. Donc cet album Ozzy Osbourne avec Jackie Lee, bien sûr, Phil Soussan et Randy Castillo. J'adore cet album, vraiment. Une facette plus mélodique du Madman, mais c'est superbe, les titres sont superbes. Killer of Giants, c'est beau à pleurer. Latin Strikes, Shot in the Dark, bien sûr, le premier single. D'ailleurs, j'aimerais vous préciser, j'avais parlé de sa carrière en solo lorsqu'il est décédé au mois de juillet. Et en évoquant cet album, j'avais parlé de sa tournée avec Metallica et après la tournée des Monsters of Rock au mois d'août 86. Mais juste avant la tournée avec Metallica, il était déjà venu en Europe, notamment en Angleterre, avec Rat en première partie. Donc ça devait être en février-mars de l'année 86. L'album venait de sortir. Ben voilà, encore un classique. Ça fait au moins la 5e ou 6e fois. Le Ace of Spades. Vous entendez les Maniacs? Suicidal. Là aussi, grosse claque. Et combien de fois j'en parle de ce disque, tellement c'est... Voilà. Le combo parfait. Pas fait exprès. On m'a traité de fou quand j'ai acheté ce disque, je vous explique. J'achète ma première platine CD en 90 et là ma collection elle explose, donc j'achète tout de suite les CD que je trouve pas chers et j'ai vraiment beaucoup de chance parce que dans mes premiers CD il y a tout de suite les Maniacs. Donc un de mes tout premiers CD c'est celui-ci, le Ride the Lightning de Metallica. Et je faisais pas attention au pressage, pour moi c'était un des premiers CD de Metallica sur Music for Nation. Donc voilà, pressage européen, Music for Nation. Et bien sûr, entre-temps, le groupe était passé
chez la major Vertigo Phonogram en Europe, à partir de l'album Justice for All, et même bien avant avec le Garage Days EP. Et donc, avant de rééditer tous ces albums en CD, il y avait les pressages Music for Nation. Et donc, j'ai par contre trouvé le Kill 'Em All dans le pressage, dans la version Vertigo Phonogram. Et quelques mois plus tard, ou même quelques années plus tard, je tombe sur cette édition. Et je vois tout de suite que le logo Kill 'Em All est en gros. Donc là, je sais que c'est pas un pressage Vertigo Phonogram. Je retourne le disque et c'est le Music for Nation. Donc je dis, ah, bah ça, c'est une pièce de collection. On devait être en 95, 96. Je le prends. Et donc, je me rends chez RCV, la radio RCV, où je retrouvais les animateurs Damien Delpire et Frédéric Tancré qui animaient leur émission Quand les poules feront du trash. J'arrive avec mon acquisition tout fier, hein, et Frédéric Tancré me regarde, fait, bah, tu l'as pas ce disque? Je dis, bah, sûr que si, mais la version Vertigo Phonogramme, là, c'est la version Music for Nation. Il m'a dit, t'exagères, Bruno. Donc, je ne sais pas s'il regarde cette vidéo. Frédéric, je te salue. Ah bah oui. Là, il est en bon état. Le boîtier n'est pas cassé. Puisque dans la vidéo précédente, j'ai la même version, 1996, les rééditions double CD. Donc là, il s'agit du Number of the Beast avec l'album et les phases B. Donc Total Eclipse, superbe morceau que j'adore, coécrit par Clive Burr, Harris, Burr et Murray, je pense. Harris, Murray, Burr. Et le faux live, Remember Tomorrow, déjà évoqué lorsque j'ai parlé du maxi. Bah là aussi, encore une fois, Stamping Ground, bien sûr, Card from Empty Words, un de mes albums mésestimés que je vénérerai et défendrai jusqu'à ma mort. Le mini LP de H-Bomb, édité en 1998 via le label parisien Ex-Killer Records, Coup de métal bien sûr, plus les 4 titres de l'époque Pat Diamond en 1985, les 4 titres sortis en picture disc. Il y avait To Feel His Pain, il y avait Space Station Number 5, la reprise de Montrose, Stop the Lights et Can't Stop Loving. Mais bon, bien sûr, ça vaut son pesant de cacahuètes pour les 6 titres de l'époque Raven Records, du mini LP, puisque l'album aussi est sorti chez Raven Records. Coup de métal avec Dans les griffes d'Attila, Chasseur de Frime, H-Bomb, Le Loup condamné à mort et Coup de métal, les prémices du speed metal à la française. Ce sont eux, dès 1983. Je vous évoquais les envolées guitaristiques de Rocky George, ce titre-là. C'est vrai que il y a tout là-dedans. Je pense que le son est suffisamment... vous pouvez l'entendre. Le premier album de Steve Stevens et son Atomic Playboy en 1989, pardon. Produit par le producteur de Rat, Winger, Beau Hill, en coproduction avec Steve Stevens, bien sûr. Donc c'est le guitariste de Billy Idol, avec une pochette de Giger. Et c'est un jouet qui a beaucoup coûté, qui a coûté énormément d'argent à Warner Bros, qui avait signé le deal. Et bon, c'est pas un album qui a marché, donc... Allez, il y en a encore du death metal, Cannibal Corpse, leur album le plus célèbre de la période Chris Barnes, Tomb of the Mutilated, avec bien sûr un des plus gros classiques de l'histoire du death metal, Hammer Smashed Face, qui clôt chaque concert du groupe depuis la tournée The Bleeding, il me semble. Produit bien sûr par l'inévitable Scott Burns et le line-up. Donc Chris Barnes,
Bob Russey qui joue sur ce dernier album, puisqu'il allait quitter le groupe pour être remplacé par le guitariste Rob Barrett qui a joué dans Malevolent. Paul Mazurkiewicz, bien sûr, à la batterie. Je suis obligé de regarder de nouveau. Alex Webster, la basse. Et le deuxième guitariste, le chauve maintenant, Jack Owen, qui a joué dans The Eastside. Il quitte un groupe de death metal parce qu'il veut plus jouer de death metal et il se retrouve ensuite à jouer dans The Eastside. Je crois qu'il y avait un projet Adrift qui n'a pas trop marché. Trouble, pendant longtemps, ça a été l'album de Trouble que j'adorais, Plastic Greenhead. Maintenant, ça va mieux. Les autres albums, Psalm 9, l'album auto-intitulé Trouble, j'aime beaucoup également. Et donc, bien sûr, Plastic Greenhead, fantastique album, vraiment. C'est superbe. Hein. VI, Porpoise Song, Opium Eater et le morceau Plastic Greenhead. Le riff d'intro. Ça met tout le monde dans l'ambiance, quoi. Ça met tout le monde d'accord, Trouble. Sur le label Bulletproof, subdivision de Music for Nations. Du hard US, même si à l'époque, bon, il était implanté essentiellement en Europe, en Allemagne, je pense, Dokken, en 1981, il avait signé avec Carrère. 5 € le CD quand même. Il avait signé avec Carrère, donc ils avaient enregistré Breaking the Chains au Dirks Studios. Avec Don Dokken, Mick Brown, George Lynch bien sûr, et puis le bassiste, on ne sait pas finalement si c'est Juan Croucier ou l'autre bassiste Jeff Pilson qui joue sur cet album. Donc bon, je pense quand même que c'est Juan Croucier. Mais en 1981, c'est lui qui est déjà à la basse sur ce live From Conception Live 1981. Holy Terror, une compilation. C'est un tribute to Cave Dean. Ouais, tribute to Cave Dean, le chanteur. Ça aussi, c'est un groupe que j'ai découvert sur le tard, hein, et pourtant, Mind Wars et Terror and Submission, c'est waouh. Je vous ai expliqué encore une fois, hein, je ne cherche pas d'excuses, hein, mais par exemple, Terror and Submission, j'avais le pressage New, le pressage français, New Musidisc, et j'ai encore vu un post récemment d'un ami Facebook, David Tyrannic-Hammer, qui expliquait qu'il a pendant longtemps possédé la version Accord Musidisc du Terrible Certainty, et il est bien content d'avoir chopé une version noise allemande de ce même album, parce que la qualité de son, ça n'a rien à voir. Donc pour ma décharge, j'avais le Terror and Submission dans son pressage New. Ça vaut pas le pressage Underworld Flag. Mais ouais, là aussi ça va à 100 à l'heure. J'aimerais citer le nom du batteur que je ne connais pas finalement. Joe Mitchell. Il latte comme il faut, quoi. Il en met. Il est bon, quoi. Il est bon, il en fait pas de trop et il place tout comme il faut, quoi. C'est. Bah voilà. Les deux albums. Avec un misprint, puisque sur l'album Terror and Submission, c'est Mind Wars et vice versa. Donc Mind Wars et c'est Terror and Submission. « 10 €. Je le mettrai comme il faut après. Ah. J'ai exploité les singles. Avec Wati. Et le guitariste Big John. On le voit
sur le DVD. Allez, de nouveau une pause. Si vous ne possédez pas cette réédition de Under the Blade, je ne saurais que trop vous la recommander chez Armory Records. Non pas pour le CD, même s'il y a les bonus, notamment le EP Rough Cuts, qui était une carte de visite pour le label anglais Secret, le seul label qui a voulu signer Twisted Sister. Sinon, ils avaient essuyé refus sur refus pendant une bonne dizaine d'années. Et donc un label obscur anglais, géré par le Future Music Foundation's Martin Hooker, et qui avait d'ailleurs signé The Exploited, et oui, donc Secret Records à la base c'est un label punk, donc il a osé signer Twisted Sister pour ce premier album Under the Blade, et il y avait donc 4 titres qui étaient disponibles sur le Rough Cuts, donc What You Don't Know, Shoot 'Em Down, Under the Blade et Leader of the Pack dans une première version qu'on retrouvera plus tard sur Come Out and Play, plus un bonus live à Reading de Shoot 'Em Down. Ça c'est pour les audios, donc en plus de l'album Under the Blade. Et surtout, là c'est vraiment la cerise sur le DVD, Reading Festival 1982. Donc c'est le concert complet où eh bien, les Anglais commencent, comme ils ont l'habitude de faire, à balancer tout et n'importe quoi sur la scène, mais à Dee Snider, on lui fait pas, et il harangue le public, fait « Vous les beauviettes, les poseurs, rendez-vous au merchandising et on va s'expliquer. Maintenant, si vous êtes avec nous, et ça s'enchaîne. Mais c'est vrai que, ouais, Eddie Ojeda, à un moment, on le voit, il est pas serein, et il évite de peu une canette, ou je ne sais trop quoi, une pomme de terre peut-être, enfin, un détritus. Et quel rapport avec The Exploited? Ben, ils étaient déjà camarades de label, et sur le live à Reading, le technicien guitare de Eddie Ojeda n'est autre que Big John, le guitariste de The Exploited. Mon album préféré de Thin Lizzy, Bad Reputation, mon premier Thin Lizzy aussi, chopé en solde en 2002, c'est avec ça que j'ai vraiment découvert Thin Lizzy. C'est l'album produit par Tony Visconti, donc dernier album, à la base enregistré sous la forme d'un trio, Brian Donny, Scott Gorham, Phil Lynott, et puis finalement, Brian Robertson sera biboche avec ses futurs ex-membres finalement de Thin Lizzy, puisqu'il quittera le groupe définitivement l'année d'après. Mais on le voit quand même sur la photo. Et il enregistre 3 titres. Mais ouais, superbe album, Soldier of Fortune, qui ouvre ça c'est magistral. Bad Reputation, très connu, Opium Trail, magnifique, dans sa version live aussi, excellent. Southbound, Dancing in the Moonlight, magnifique. Killer Without a Cause, Bad Woman's Gonna Break Your Heart. Je pourrais tous les citer. Allez, Downtown Sundown et Dear Lord, pour terminer l'album. Sacred Reich, le premier Sacred Reich, Ignorance, dans son premier pressage Roadrunner. Sur la tranche Il n'y a pas le long du groupe. Donc c'est la première édition en 88 peut-être, 87. C'est curieux parce que 87, le disque n'était pas disponible en CD. Je m'explique, sur la compile Stars on Thrash, chaque groupe a droit à sa petite bio et puis sa discographie, disponible en LP et CD, sauf Sacred Reich, l'album n'est pas disponible en CD et c'est 88. Lita Ford, l'album Lita, son album le plus connu, son plus gros succès commercial, 1 million de copies en 1988, avec Back to the Cave, Can't Catch Me et Kiss Me Deadly, plus bien sûr Close My Eyes Forever en duo avec Ozzy Osbourne. Elle allait venir en Europe, Lita Ford, en ouverture de Bon Jovi, paraît-il que le Zénith parisien s'était
en 1988, donc fin 88. Et Bon Jovi n'a pas été très tendre avec Lita et le son était pourri, paraît-il, je reviens. Ok, les Maniacs. Ouais, donc petit son pour Lita Ford au Zénith en ouverture de Bon Jovi en 88. Et là, un immense classique, le Hello Waits. 7 titres, s'il vous plaît, pressage Roadrunner. Mon premier pressage CD de Hello Waits. J'ai vraiment, entre Hello Waits et Rain in Blood, mon cœur balance, hein, sans oublier Hunting the Chapel. Hein. Encore du Sacred Reich, Surf Nicaragua. Ça, c'est le EP qui les a vraiment révélés au public trash européen, avec le classique Surf Nicaragua, plus la reprise de Black Sabbath, War Pigs. One Nation, j'adore ce titre, One Nation, bien groove. Gregol à la batterie, hein. Je parlais des batteurs trash l'autre jour en citant Bustaff, Lombardo, Charlie Benante. Et j'oublie souvent Gregol de Sacred Reich et aussi Tom Hunting de Exodus. Là, c'est vraiment... il est incroyable. J'écoutais tout à l'heure au travail, j'écoutais Van Der Warnon. Et j'adore faire du hard drumming. J'y arrive pas, il est trop fort ce Tom. Quoi. Un peu de New York hardcore, le premier Madball. À l'époque avec le guitariste de Agnostic Front, puisque le groupe n'existait plus, Vinny Stigma. Pour ce Set It Off sur Roadrunner, produit par Jamie Locke, qui a aussi produit les Parisiens de... J'allais dire Madball, Kickback à l'époque de Cornered. J'aime bien Madball, hein. Vraiment cet album surtout, je le trouve vraiment court, efficace, c'est bien vénère. Donc voilà. Avec Oya, le bassiste Oya, qui a tiré sa révérence il n'y a pas longtemps finalement. Ah, Best of the Living Color, je suis pas un immense fan, mais Cult of Personality quand même, c'est quelque chose. Déjà évoqué, bien sûr, Nirvana, Nevermind, mon disque de chevet de l'année 92, et mon intérêt pour Nirvana, ça a duré 1 an. Encore 3 CD les Maniacs. Oh bah tiens, Twisted Sister, Still Hungry. Je crois que c'est l'album réenregistré. Puis plein de bonus. Lost Tracks from the Original 1984 Sessions. Donc, je vous rappelle le line-up. Dee Snider, Marco Mendoza, Eddie Ojeda, JJ French et A.J. Perro. Pour les New-Yorkais, encore un Sinisi. Jailbreak, que j'aime beaucoup, mais il y a des morceaux... Boys Back in Town, je l'ai trop entendu. The Cowboy Songs aussi, The Cowboy Song. Emerald est fantastique. Warriors. Il y a des super morceaux, mais je préfère quand même si j'aime beaucoup Bad Reputation, qui est mon album favori, mais j'aime beaucoup aussi, et excepté en fait Bad Reputation, je préfère quand même la période 80s de Thin Lizzy, notamment Renegade, bien sûr, qui est un magnifique album, et Chinatown, plus le Thunder and Lightning. Et enfin, déjà évoqué dans les albums qui ont le son qui tâche, le son de la mort qui tâche, Accept et son Metal Heart en 1985, produit par Dieter Dierks. Quel son, le son de batterie de Stefan Kaufmann, ouais, à chaque fois, comme je disais, je reste admiratif devant un tel professionnalisme. C'est peut-être pas leur album le plus violent, mais Living for Tonight, Screaming for a Love Bite, Metal Heart, Midnight Mover, Up to the Limit, Too High to Get It Right.
Que des hymnes. Born to Fail, que des hymnes. J'en parlerai des heures de ce disque. Voilà. Terminé les Maniacs. Eh ben, c'est essentiellement du rock qui tâche, que les Maniacs. Voilà. Bah, en tout cas, moi je me suis éclaté. Hein. Franchement, ça a été un kiff total. Et je vous souhaite un bon visionnage, les Maniacs. Et on se retrouve ce week-end. Là, je pense que je vais répondre à vos commentaires. Allez, à très vite, les Maniacs. Ciao.